Bien, nous y sommes. Attention, il est 20h moins 2, le journal va démarrer. Voilà, moi, je vous le redis, je suis absolument ravi de vous voir, de pouvoir échanger avec vous, parler d'infos, et peut-être prendre le morceau par un bout qui n'est pas souvent évoqué, qui est celui de cette longue histoire qui a marqué et qui marque encore tous les jours l'humanité sur comment effectivement se produit la vérité. Waouh! Dès qu'on prononce le mot, on est pris d'un certain vertige. En tout cas, l'information qui, autant que faire se peut, prétend être ou dire la vérité d'un moment. Pas la vérité intangible, et on va voir tout ça. Ça ne sera pas non plus une grande dissertation sur la vérité, hein, je vous rassure. Mais oui, je sais, je suis moi-même déçu par ce que je viens de dire. Mais néanmoins, la façon dont peu à peu des procédures se sont mises en place et dont le journalisme a hérité, dont on parle si rarement. Monsieur, merci d'être là. Allez-y. Alors, comme introduction, c'est vraiment... Ouais, merci beaucoup. Je suis pas sûr que ça marche, mais si, ça marche. Si. Ok. Parce que je crois qu'on est obligé de prendre le micro pour les enregistrements. Alors, Madame Karine Roland, adjointe à la maire de Paris en charge de la culture et de la ville du quart d'heure, mesdames et messieurs, je serai très bref, d'autant plus qu'on était déjà sous le charme de l'orateur. Je vous remercie d'être présente et présent. Nous sommes vraiment extrêmement heureux. Le service des bibliothèques et du livre des affaires culturelles de la ville de Paris et la médiathèque Marguerite Yourcenar de vous accueillir ici pour cette première édition du festival Enquête d'info, festival autour de l'éducation aux médias et à l'information, qui est une opération qui nous tient particulièrement à cœur, qui est évidemment un sujet d'actualité tant philosophique, sociologique que géopolitique. Et donc on est vraiment très très heureux que cette opération, qui est un travail en co-construction avec la Bibliothèque publique d'information, et je me tourne vers ma collègue pour remercier la Bibliothèque publique d'information de son concours, et en particulier donc Agnès Belbézé et Pauline Lemaire qui sont présentes pour ce montage. Pour information, et peut-être le direz-vous, la Bibliothèque publique d'information, c'est la maison, c'est la vitrine nationale des bibliothèques de lecture publique, hein, c'est le porte-étendard en quelque sorte, et notamment sur l'éducation aux médias et à l'information. Donc un grand merci d'avoir bien voulu vous joindre à nous dans cette co-construction. Et puis, je voudrais saluer bien sûr le concours, la co-construction également de Bibliocité, qui est notre producteur d'action culturelle des bibliothèques de la ville de Paris, et tout particulièrement Pamela Jam, qui est présente ici et qui a plus que pas du tout compté ses heures pour qu'on puisse avoir une programmation extraordinaire sur les prochains jours. Je salue également la directrice de Bibliocité qui est présente, Stéphanie Messonnier. Et je conclurai ces remerciements par des remerciements à Fanette Brissot. Alors normalement, l'administration ne se remercie pas elle-même, mais pour une fois, je tiens à rendre à César ce qui est à César et à Cléopâtre ce qui est à Cléopâtre. Nous avions un autre type de programmation sur ce moment de l'année auparavant. Et c'est véritablement Fanette Brissot donc, qui est là, qui a porté ce projet, qui l'a défendu beaucoup et qui est parvenue à se faire entendre. Et grâce à elle, nous avons cette programmation aujourd'hui. Et donc je la remercie vraiment de tout cœur parce que c'est vraiment un moment fort pour cette première édition, donc la première d'une longue série pour les années à venir. Je vous remercie. Bonjour, merci. La BPI est en effet très heureuse d'être associée au lancement de ce festival Enquête d'info pour plusieurs raisons. Alors d'abord, Christine Carrier vous prie de l'excuser, la directrice de la BPI, mais elle est en train de remettre le prix du festival Cinéma du Réel que la BPI pilote.
Voilà, donc je parle en son nom. À plusieurs titres, en fait, on se réjouit et de la création de ce festival et d'en être le partenaire. D'abord parce que notre présence aujourd'hui illustre un partenariat heureux et inédit et pluriannuel avec le réseau des bibliothèques de la ville de Paris. Comme vous le savez, le Centre Pompidou ferme ses portes pendant quelques années. La BPI déménage, réouvre très bientôt le 25 août ses salles de collection, mais sa programmation ne s'interrompt pas et se déploie hors les murs. Cinéma documentaire, littérature, bande dessinée, et plus particulièrement depuis janvier 2025, avec et dans ces belles bibliothèques de la ville de Paris. Donc un grand merci à toutes et tous. Et puis évidemment, ce festival entre en résonance avec les missions de la Bibliothèque publique d'information, dont le fonds est dédié à l'actualité, à la mémoire de l'actualité, et évidemment qui est aussi missionné pour animer le réseau de lecture publique sur ces questions de métiers, de formation des métiers à l'information et aux médias. Alors aujourd'hui, on propose en effet un temps qui s'est constitué de 2 rencontres qui s'inscrivent aussi dans le cycle de profession reporter qu'on co-organise avec le prix Albert Londres. Donc là, maintenant, c'est une masterclass, et puis ensuite, il y aura une table ronde sur la liberté d'expression, une vraie invitation en fait à apporter un regard réflexif et aussi sur la longue durée, sur les pratiques et enjeux de l'actualité et des métiers de journalisme. Donc je laisse la parole à Hervé Brusini, grand reporter, président du prix Albert Londres, qui conçoit et anime ces 2 rencontres. Et j'en profite avant de lui laisser la parole pour remercier évidemment la ville de Paris, tout particulièrement l'équipe de Bibliocité, l'équipe de la médiathèque Marguerite Yourcenar pour son accueil, Hervé et Pauline Lemaire. Voilà. Wow. Je vous souhaite un très très bon festival. Merci. Oui. Voilà. Alors, eh oui, ben oui, je me suis dit, tiens, vu que j'ai une sorte de coup de mou, je pourrais demander à ChatGPT de faire le boulot à ma place. Et donc, voilà, j'ai écrit avec une faute d'orthographe, il n'y a pas l'accent, alors on me le dit, attention. Voilà, j'ai formulé ça comme ça, on aurait pu le dire autrement. Et donc, je vais demander à Pauline, merci de m'aider, Pauline. J'ai l'impression d'être une sorte de magicien. Donc, je demande à Pauline d'appuyer sur le bouton et voilà, c'est du temps réel. Hein. Donc, le journalisme en tant qu'institution sociale, outil d'information, a un rôle fondamental dans la production et la diffusion de vérité, on est d'accord. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Chat est en train de rassembler, de structurer en quelque sorte ce qu'il nous propose. Donc, il y a un premier principe de vérification des faits, oui. La première manière de produire la vérité repose sur la rigueur et la vérification des faits. L'investigation s'appuie sur des enquêtes approfondies. Tout ça se tient. Le pluralisme des sources, pour que la vérité soit pleinement éclairée, est essentiel que le journaliste prenne en compte une diversité des sources. Je le découvre comme vous. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... j'ai pas écrit le truc avant. La mise en contexte, c'est pas seulement la transmission de faits bruts. Pour que la vérité soit comprise, il est souvent nécessaire de le mettre en contexte. L'éthique, de l'équilibre et de l'impartialité, la responsabilité face aux erreurs. Conclusion, le journalisme à travers ses méthodes de vérification, pluralité des sources, mise en contexte, transparence et éthique, est l'un des instruments les plus puissants pour produire et transmettre la vérité dans la société moderne. Bon, après tout, on peut se dire, ça y est, il fait beau, on y va. Et en fait, à titre personnel, je considère qu'il ne s'est rien dit. Parce que nous sommes dans ces catégories, dans cet argumentaire, depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. C'est une sorte de grande machine à répétition et ça pérore. Voilà. Alors,
je le dis avec une certaine virulence, parce que je trouve que ça ne nous a pas fait progresser. C'est comme si nous avions eu une perte de mémoire. Alors, c'est peut-être parce que le mot vérité, bonjour madame, allez-y. Je sais, vous auriez souhaité que ça soit discret, ça ne l'est pas. Bonjour monsieur, allez-y. Donc on était en train de parler des façons de produire la vérité. Les façons de produire la vérité, par exemple, si on me dit il y a un fait, ben oui, mais un fait, comment ça s'établit, comment ça se labellise, parce que le fait n'existe pas en soi, il existe de par un constat, établi par des mots, par des images. Alors il y a quelqu'un qui néanmoins a considéré très fort, dans l'échelle de Richter de la production de vérité, ce qu'était la vérité. Et on va tout de suite voir son portrait. C'est lui. Oui, c'est Pie XII. Pie XII a fait un discours, hélas, on ne peut pas vous le montrer pour des raisons de droit, c'est toujours un peu compliqué, a fait un discours en 1949 sur la télévision et la vérité. Et donc, si vous allez sur YouTube, vous pourrez en voir un extrait, ça vaut vraiment le coup, parce qu'il parle en français. C'est à la Pâques 49, je crois. Il a été tourné, la mise en scène est absolument extraordinaire. La caméra s'avance lentement dans un couloir du Vatican, les gardes suisses ouvrent une première porte, ensuite la caméra continue, on ouvre une deuxième porte et juste derrière, sur son trône, il y a Pie XII qui parle des médias, qui parle de la radio, et qui parle de la télé. Pourquoi ? Parce que l'État français, à l'époque, avait offert un pylône de retransmission de la télévision au Vatican de Pie XII, espérant que ça allait faire de la publicité pour le choix technologique opéré par la télévision naissante. Il y avait un certain François Mitterrand qui s'occupait de ces affaires, et certains autres, et donc on avait beaucoup milité pour arracher ce pylône, l'installation de ce pylône, dont on a fait cadeau au Vatican en espérant que ça allait rayonner sur le monde et qu'on allait vendre le processus technique que nous avions mis au point, avec un ingénieur qui a donné d'ailleurs son nom à la place qui est devant France Télévisions, qui s'appelait Henri de France. Ça tombait bien. Et donc, que dit Pie XII ? Il dit ceci: nous attendons de la télévision, il parle en français encore une fois avec un accent, mais c'est remarquable, les conséquences de la plus haute portée par la révélation toujours plus éclatante de la vérité aux intelligences loyales. Et alors en fait, de quoi parle Pie XII ? Il parle de la vérité spirituelle, il parle de l'existence de Dieu. Et il parle même du fait que, grâce à la télévision, on va pouvoir retransmettre chez toutes les personnes la messe. Et ça, waouh, c'est très important parce que les grabataires, les gens comme ça qui ont des tas de difficultés vont pouvoir enfin assister à la messe. Mais le Saint-Sacrement de la communion fonctionnera si c'est du direct. D'où l'expression, et vous allez voir après pourquoi, du journal de 20 heures de la grand-messe. Vous n'êtes pas venus pour rien. La grand-messe parce que, à l'époque, le journal qui commence à voler de ses propres ailes
est diffusé sur le même plateau qui a été consacré que là où on retransmet la messe dans un studio de Cognac-G. Et donc, le dimanche matin, on met en place quelques estrades pour un peu de public, un autel, et paf, on retransmet la messe. La première messe qu'on a pu retransmettre, c'était à Notre-Dame, avec un jeune homme d'église qui va créer l'ancêtre de Télérama. Il s'appelle Radio, Cinéma, Télévision. Et donc, le fait qu'il y ait cette coordination entre le surcroît de vérité, parce que c'est du direct, encore une fois, la communication se fait, ça c'est dans des bulles papales, qu'on vient quelque part préciser en quelque sorte la procédure pour que la véracité fonctionne, hein, de l'échange. Et donc, vous pouvez trouver ça dans des livres absolument remarquables que la Procure vend, qui s'appelle Église et médias. Et il y a tous les textes du Vatican sur le sujet, et c'est extraordinairement passionnant. Donc, il y a un premier enjeu qui est, avec ce mot vérité, qui est la vérité de l'existence de Dieu, la vérité absolue. Il n'y a pas besoin de le constater. Dieu est là, il est partout, et donc, voilà, on attend de la télévision qu'elle puisse en fait transmettre le message encore mieux que par la radio. Ensuite, il y a une deuxième acception de ce mot vérité. Je fais ça parce que je trouve que c'est le mot qui piège. Et donc, autant mettre en place quelques définitions, bon, toujours très rapidement énoncées, mais au moins, voilà, on sait un peu mieux à quoi on a affaire. Alors, l'autre acception du mot vérité, c'est dû à cet homme-là. Pardon? Vous avez dit Descartes? Eh bien non. Non, c'est dommage, vous venez de perdre 10 000 euros. Non. Pardon? Shakespeare, non. Restons français. Théophraste Renaudot. Oh, bah oui. Celui dont on dit... Pardon? Oui, mais c'est pour ça que je l'ai fait. Théophraste Renaudot, c'est un médecin. Alors, en fait, si vous allez sur le web, vous allez retrouver cette gravure. Franchement, il ne respire pas la forme. C'est un médecin malade, ça arrive. Je vis avec une femme médecin. Elle s'enrhume. Et donc, j'arrête de faire des bêtises. Théophraste, c'est très important parce que Théophraste Renaudot, il a un privilège que lui a conféré le roi. Il consiste à publier des petites annonces d'emploi. C'est l'ancêtre de Pôle emploi, en quelque sorte. Mais c'est vrai. Et parce que, bien sûr, qu'est-ce qu'il a publié? La Gazette. La Gazette, c'est un parmi d'autres des premiers journaux français. Et donc, Renaudot a aussi inventé la publicité, parce que ça, c'est placardé. Non seulement il publie la Gazette, mais il y a aussi des affiches. Et donc, quelque part, Renaudot est un prédécesseur de quelques éléments de la presse moderne. Mais en fait, il relate aussi toutes, entre guillemets, les aventures et les mésaventures du royaume. Et donc, si vous allez
ce que je vous conseille grandement, parce que c'est quand même absolument, c'est des voyages garantis et magnifiques sur le site de la BNF Gallica, G-A-2-L-I-C-A. Vous allez trouver le 30 mai 1631 le premier numéro de la Gazette. Et donc, vous allez pouvoir le feuilleter comme si vous étiez un lecteur de l'époque. Et c'est vraiment, une fois qu'on a compris que les grands S, c'était des F, vous lisez ça sans souci. Et que dit notre ami Théophraste ? En une seule chose ne céderai-je à personne, en la recherche de la vérité. Ah, lui aussi. L'histoire est le récit des choses advenues. La Gazette, ma Gazette, seulement le bruit qui en court. C'est beau. Elle ne ment pas. Je ne mens pas. Même quand elle rapporte, la Gazette, dont je suis le responsable, quelques fausses nouvelles, il aurait pu dire fake news, je ne sais pas pourquoi il n'a pas dit ça, qui lui a été donnée pour véritable. Donc on a trompé la Gazette. Il n'y a donc que le seul mensonge. Alors là, c'est du vieux français. On s'accroche. Qu'elle contre vous roi à dessein, ça veut dire qu'elle va contrevenir à dessein, qui la puisse rendre digne de blâme. Ça veut dire que si j'ai menti à dessein, là, vous pouvez me blâmer. Et donc, il y a cette manifestation d'une honnêteté. Voilà, moi, je vais dire les choses qu'on a bien voulu me rapporter, telles qu'elles sont. Et s'il y a une erreur, franchement, c'est à mon corps défendant. Donc, on voit là que la vérité est une notion plus politique, et pour cause. Lui fonctionne avec le roi, il faut que le roi soit quand même content, et pourtant lui dit, moi je dirais toujours la vérité, tu parles. En fait, bien sûr, il va surtout vanter les grandes aventures du régime, et il va s'opposer très rarement au souverain, il y va de la continuité de sa publication. Donc là, la vérité est un enjeu de pouvoir. La vérité est un récit d'abord, un récit. Waouh! Alors ça aussi, ce mot-là, en ce moment, le récit de Poutine, le récit d'un tel, le narratif. Eh bien, je suis heureux que nous soyons ici pour nous recueillir et comprendre enfin de quoi on parle. Parce que cette histoire de narratif, moi, ma mère, elle n'en a jamais entendu parler. Et tout à coup, il y a une sorte d'étoile filante dans les discours journalistiques où le mot narratif s'est imposé, comme s'il avait toujours été là. Le mot propagande, par exemple, on ne l'entend plus. C'est fake news. Oui, madame. Alors, il y a aussi storytelling. Il y a toujours la version anglaise de la chose. Et voilà, moi je suis de Saint-Quentin, c'est pas très loin de l'Angleterre, mais quand même, ça pose des questions. Mais très sérieusement, je veux dire que dans l'usage d'un lexique qui, quelque part, laisse sur place une bonne partie de l'auditoire, ce n'est pas ce qui permet au mieux d'établir des liens de confiance. Alors, comment effectivement ces histoires de récits sont-elles intervenues et de quoi parlons-nous? Donc, j'ai là la photographie d'un ami qui a été certainement un des grands, propagateurs de récits. Lui, alors, ça n'est pas Shakespeare.
Socrate? Non. Non, pas Hérodote non plus, mais on commence à vibrer. C'est Homère. Bonjour, madame. Ben oui, remarquable. Homère. Alors, Homère, ici, c'est un homme, en fait, on ne sait pas s'il a jamais existé. Ben oui, Homère peut-être était une femme, ou peut-être était-ce un nom pour rassembler plusieurs auteurs sous le terme Homère. Homère, l'Iliade et l'Odyssée, un récit connu du monde occidental par des millions de personnes, de lecteurs, d'auditeurs, c'est un poème. C'est un poème qu'on récite. Et c'est un poème qui a trait à quelque chose qui est fondamental dans l'invention de l'art du récit, c'est la guerre. La guerre donne naissance au récit. Première idée importante. Et c'est violent, hein. Par exemple, là, je vais vous lire les 3 premières lignes. Chante déesse la colère d'Homère, la colère maudite, la colère d'Achille, ça va plus du tout, la colère maudite qui causa 1000 souffrances, chez Hadès précipita maintes âmes vaillantes de héros et fit d'eux la proie des chiens et de tous les oiseaux dans l'accomplissement des volontés de Zeus. Je vous conseille d'ailleurs, c'était aujourd'hui, je crois, tous les samedis, il y a cet homme qui raconte sur les épaules des dieux. C'est absolument super. Et donc, en fait, cette histoire, c'est une histoire de sang, une histoire de violence, une histoire de glaive, de crâne fracassé. C'est une histoire extrêmement violente, encore une fois. Mais c'est le premier grand récit, le premier acte de cette chose qui consiste à raconter. Raconter une histoire. Les journalistes disent ça souvent, j'ai une histoire. Mais ce n'est pas une histoire au sens fake news. Ils racontent des histoires. Non, c'est une histoire. J'ai un arrêt. Bah voilà, on peut considérer peut-être que Homère est un inventeur du narratif. Il y en a d'autres dans le monde oriental. Mais pour l'instant, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va rester sur l'Occident. Donc, Homère, le monde, nous sommes quoi, 8 siècles avant Jésus-Christ. Et arrive ensuite un autre personnage qui est lui. Alors là, c'est pas difficile, j'ai mis le nom en dessous. Mais il faut avoir une bonne vue. Et c'est Hérodote. C'est Hérodote. Hérodote, pardon? Saint patron des historiens, exactement. Mais il se pourrait que Thucydide lui dispute un petit peu la vedette. On va y revenir. Nous sommes entre 480 et 425 avant Jésus-Christ, 4 siècles plus tard. Lui, il raconte des guerres. Et il raconte aussi un tour de la Méditerranée qu'il est allé faire. Par exemple, donc il a écrit plusieurs livres réunis sous un titre commun qui s'appelle L'Enquête. On se rapproche de la technique journalistique. L'enquête. Alors c'est une francisation, une traduction française du mot grec, mais néanmoins, voilà, la chose se tient. L'acception n'a pas été trop critiquée par les grands spécialistes d'Hérodote. Et donc, je vous conseille par exemple le 2e livre, où alors Hérodote rencontre un type qui s'appelle Crésus. Il va aussi du côté de l'Égypte, où il y a la construction, en tout cas la maintenance, on va dire, des pyramides. Et ce que fait... Il arrive à un moment dans une famille où on vient de perdre un proche, et donc il
il y a une sorte de négociation entre la famille et les croque-morts qui sont là pour savoir quel est le prix pour la momification d'une tête, du buste. Et vous assistez à tout cela. Et très franchement, quand vous lisez ça, après, quand vous allez visiter le Louvre et que vous voyez une momie, vous ne vous voyez plus la momie de la même manière. Parce que vous savez comment il donne un minimum de recettes, les hésitations de la famille. C'est du reportage. C'est du reportage. Et donc, après, le narratif arrive comme une sorte de strate supplémentaire, eh bien, le fait d'aller et de voir et d'entendre. Aller sur le terrain. Écouter et rapporter, raconter. Donc, il y a une couche qui arrive là, qui est celle, oui, du déplacement, de la déambulation, celle du regard. C'est capital. Arrive ensuite un troisième personnage dont on a parlé, qui est ce garçon, qui est Thucydide. Alors Thucydide, lui, c'est un général qui a perdu une guerre et un stratège. Bon, il n'était pas vraiment sur le terrain, mais on va faire comme si. Et puis, il en est extrêmement triste, très affecté. Il ne voudrait pas que ça recommence. Il y a eu beaucoup de morts. Et donc, il a décidé de raconter cette guerre le plus précisément possible pour que les gens, ensuite, quand ils arrivent à nouveau dans les prémices d'une guerre, s'en rendent compte. Et à ce moment-là, stop. Peine perdue. Mais bon, lui va vous dire quel était le nombre de soldats en place, la condition météorologique, le nombre de vivres, le nombre de victimes, bien sûr, comment les choses se sont nouées dans les batailles. Thucydide, c'est l'invention de la rigueur. La rigueur, le fait de recouper. Il était très... Alors lui, il a 40-50 ans. Ils se sont connus avec Hérodote. Il était critique à l'égard d'Hérodote parce qu'il trouvait que Hérodote était un peu naïf à croire qu'il pouvait y avoir des serpents à 3 têtes ou autres. Et Thucydide, lui, est très terrien, si j'ose dire. Donc, il pense que la nécessité de recouper, de vérifier est essentielle. L'air de rien, nous avons là, par l'Antiquité, la livraison de 3 piliers fondamentaux de l'exercice de l'information. Le narratif, le récit, le fait de raconter, que pour raconter, il faut d'abord aller sur le terrain, voir, écouter, de façon à témoigner, et que si on veut que ce témoignage soit crédible, il est nécessaire de vérifier, de recouper. C'est la rigueur. Alors, voilà, il y a là une sorte de tiercé gagnant de l'info, mais il manque un truc dont on parle en ce moment sans cesse, qui est l'esprit critique. Ah, il faut cultiver l'esprit critique. Pardon ? Madame, l'objectivité, c'est ce dont je viens de parler. C'est le fait de recouper. On va peut-être mettre, mais c'est bien de le faire venir sur la scène, le mot « de côté ». Parce que nous nous intéressons en tant qu'artisans de la vérité aux procédures, aux outils qu'on emploie. Et donc, comme nous sommes des gens soucieux de la belle ouvrage, on sait que nos racines s'installent dans l'art du grand récit, dans le fait de prendre le chariot, le bateau ou autre moyen de déplacement, de regarder, de noter,
et de vérifier. Ça, après, ça peut s'appeler l'objectivité, la manipulation, la non-objectivité, mais on a mis en place ces choses-là. Vous voyez, c'est important parce que ça permet de garder les pieds sur terre et de ne pas tout de suite être dans « il n'est pas objectif » ou « lui est objectif ». Nous sommes dans l'antre à l'atelier de la fabrication de la vérité, car la vérité se fabrique. Et dire cela, ça n'est pas forcément ce que pourrait dire Pie XII, une manipulation parce que elle aurait quelque chose soudainement de très presque tactile. Cette vérité-là, nous en connaissons les difficultés. La manière dont, ici ou là, ça peut glisser du rabot, ça peut ne pas être tout à fait conforme à un autre regard. Ah, parce qu'il peut y avoir un autre récit, il peut y avoir, vous voyez, un autre voyageur, il peut y avoir un autre recoupement. Mais au moins, nous avons vu comment ça se fabriquait. Par des gestes fondamentaux, c'est ce qu'on pourrait appeler les fondamentaux du journalisme. D'autres sont venus appeler après, qu'on va voir. Donc je parlais de l'esprit critique. Et l'esprit critique, là je suis heureux de vous permettre d'avoir le moyen de paraître remarquable en société ce soir lors du repas. Ce personnage-là, alors là, personne ne le connaît. Vous ne voyez pas son nom? Non. Ah ben j'espère bien. Non, cet homme qui ressemble un peu à une sorte d'empereur romain, il s'appelle Lucien de Samosate. Ah, vous voyez, hein? Lucien de Samosate, S-A-M-O-S-A-T-E. Lucien de Samosate, 120 avant Jésus-Christ. Non, après. Après Jésus-Christ, lui dit que les trois là ne font que raconter des mensonges. Mais lui, il dit la vérité. Vous voyez, toujours cette histoire de vérité, de mensonge. Et donc, il va écrire un livre tout à fait remarquable. C'est un homme qui est bourré d'humour, qui est un auteur de théâtre et qui, franchement, parce que l'esprit critique marche souvent avec le sourire en coin. Et il dit ceci. Je me suis adonné, moi, Lucien de Samosate, au mensonge bien plus loyalement que les autres. Je serai véridique au moins sur un point, en déclarant que je mens, ce que ne font pas les autres. J'écris donc sur des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas vécues, que je n'ai point apprises d'un tiers, et qui, en outre, n'existent absolument pas et ne peuvent pas le moins du monde se produire. Voilà pourquoi les lecteurs ne doivent en aucune façon y croire. Et voilà pourquoi, moi, j'incarne l'honnêteté intellectuelle. Donc, oui, ce positionnement est intéressant parce que on peut l'entendre aujourd'hui, ici et là. Et donc, cette sorte de distance grinçante qui se fait avec un sourire un peu rugueux, je trouve extrêmement intéressant. Et on peut dire en ce sens qu'effectivement, Samosate est l'inventeur de l'esprit critique. Donc, il a écrit quelques livres, dont un qui s'appelle Alexandre ou le faux prophète. Mais son œuvre majeure porte le nom, je vous le donne en mille, d'Histoire véritable. Voilà. Autre pilier intéressant, donc, on a en quelque sorte les quatre éléments qui sont posés là. Alors, on va voyager rapidement dans le temps. Et là, par exemple, je vais vous montrer
le premier logo d'un fabricant industriel de fake news. Nous sommes au XVIIIe siècle. Donc cet homme, vous voyez, cet homme a une armure et derrière son dos, il y a des canons. Et les canons crachent des feuilles de papier. Parce que lui, il pratique la guerre de l'information, la bataille de l'information. Et donc, il s'appelle le gazetier de Gazette, comme Théophraste, cuirassé. Donc, on sent le côté agressif, le côté militaire. Son vrai nom, c'est Charles Thévenot de Morande. C'est un noble qui est en délicatesse avec le roi de France. Il a trouvé refuge en Angleterre et donc toutes les semaines, il y a des bateaux qui arrivent sur la côte boulonnaise avec quelques ouvrages, quelques pamphlets écrits pendant la semaine et qui relatent des nouvelles entièrement fausses. Il s'agit de déstabiliser le pouvoir français. C'est la guerre de l'information et Thévenot de Morande, le gazier cuirassé, en est en quelque sorte un des représentants les plus brillants. Il y en a eu plein d'autres avant, il y en aura plein d'autres après, mais lui a eu le mérite de se représenter, encore une fois, gazier cuirassé. Si vous allez sur le web, ça vaut le coup de regarder en détail le logo du personnage. Puis arrive cet autre. C'est un choix. Oui, lui, c'est un personnage qui a mangé beaucoup de spaghettis. Voilà, c'est un personnage dont on sent qu'il est puissant. Il s'appelle Aretino. C'est un Italien. Aretino, Piero Aretino, l'Arétin en France. Et c'est un personnage qui est un remarquable auteur de pièces de théâtre. Mais il voudrait gagner un peu plus d'argent, puis il y a des gens qui ne l'aiment pas. Le pape, par exemple, Papie XII, mais son ancêtre. Et donc, sur les statues de Rome, il colle des affiches où il raconte les pires turpitudes sexuels et autres, de tas de grands personnages. Alors, bien sûr, il va s'attaquer au roi de France. Le roi de France va être très mécontent. On va envoyer des tueurs, ils vont rater. Et donc, comme on ne l'a pas eu, on va l'acheter. Et donc, avec forte somme d'argent et d'or, lui, il va se faire construire un palais sur le Grand Canal de Venise. Si vous allez visiter, vous pouvez passer devant la maison de l'Aretino, mais on peut faire l'économie du voyage à Venise en allant au Louvre. Et ce tableau, il est au Louvre, qui expose sans vergogne, je dis ça en souriant, bien sûr, un auteur de fake news peint par Le Titien. Eh ouais. Et donc, voilà, il y a en majesté, là aussi, l'art d'une forme de déstabilisation des adversaires politiques, l'utilisation de la contre-vérité, du mensonge patenté, mais dont on espère qu'il produira ces effets, encore une fois, de déséquilibre. Donc, on a vu les bases données par l'Antiquité, et puis on commence à voir que ça et là, dans le cheminement de l'histoire et du pouvoir et des débuts de publication, par des placards, ce qu'on appelait les placards, c'est-à-dire les affiches, ou par quelques publications hebdomadaires, des débuts de manipulation des opinions publiques, on ne va pas dire ça, non, de déstabilisation des pouvoirs de l'époque. Alors, je vais très vite. Arrive ensuite les années, le 19e siècle.
Vous avez certainement vu le film Les Illusions perdues. Voilà, alors là, c'est le début d'une presse de débat. D'ailleurs, ça s'appelle beaucoup le journal des débats et de la critique artistique. Donc, il y a le débat politique, il y a des batailles, la fameuse bataille d'Hernani, il y a des querelles, et avec force argent, on peut acheter une bonne critique. C'est ce que dénonce Balzac, qui, lui, détestait les journalistes qui vont arriver un peu plus tard avec la presse de masse. Nous commençons à arriver en pays de connaissance. La presse de masse qui reprend en quelque sorte les fondamentaux, les premières, événements notoires de toute publication. Je repense à Arétine et au Gassier Cuirassé. Et donc là, nous sommes dans les années 1840-1850. Il y a cette première publication qui s'appelle Le Petit Journal. Alors, on va passer parmi vous, non pas pour la quête, mais pour vous montrer des journaux de l'époque, des extraits du Petit Journal pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ça, c'est le supplément. C'est radioactif, donc si vous le conservez trop longtemps, je le saurai. Et donc, il y a le supplément du week-end, on fait des dessins. On fait des dessins de quoi? Des dessins de faits divers. Car cette presse va commencer à faire feu de tout bois, c'est le cas de le dire, par le récit du fait divers. Alors, et donc, elle trouve dans le dessin qu'elle ajoute le week-end un relais d'horreur. Par exemple, vous vous souvenez peut-être de Détective avec les dessins de ce dessinateur italien, Di Marco, où on voyait des femmes, des hommes stupéfaits juste au moment de leur mort. Dans les yeux, il y a la faim. Et donc, le récit détaillé, morbide, fait Florès. Il fait Florès surtout avec, en 1869, avec ce personnage. C'est vrai qu'on aurait dû vous dire que c'était une épreuve d'ophtalmo. Je suis désolé. Donc, ce personnage est un serial killer. Il s'appelle Troppmann, l'affaire Troppmann. C'est une des premières grandes affaires criminelles françaises. Troppmann est le fils d'un monsieur qui a mis au point quelques machines-outils. Et il a rencontré, hélas pour lui, un monsieur qui s'appelle Quinck, qui est alsacien et qui aime le business du textile. Et Troppmann lui dit que lui, avec son père, les machines, tout ça, ils vont gagner plein d'argent. Et hélas, Quinck va le croire. Et donc, il va envoyer, à la demande de Troppmann, ses enfants avec de l'argent, parce que Troppmann demande de l'argent. Il faut bien commencer à avoir un peu d'argent pour en avoir plus après, sauf qu'il n'y en aura jamais. Et donc, quand un des premiers fils arrive, Troppmann trouve que d'abord, il n'y a pas assez d'argent, donc il le tue de manière absolument épouvantable à coups de pelle et autres. C'est une horreur, abondamment détaillée plus tard, on va y revenir. Et puis, donc, il demande à d'autres, à M. Quinck d'envoyer d'autres enfants. Bref, au fur et à mesure, toute la famille va être massacrée jusqu'au moment où Madame Troppmann vient avec 3 enfants, elle aussi massacrée. Et un jour, à Pantin, un jardinier donne un coup de pelle et tombe sur un crâne.
et c'est le premier corps de la famille. Il y a 8 morts. Et donc, si vous allez là aussi sur Gallica, 1869, le Petit Journal, j'ai oublié de vous dire que le Petit Journal, c'est un journal qui coûte rien, ça coûte 1 sou, c'est la plus petite pièce de monnaie que j'ai au fond de ma poche à l'époque. Alors c'est vrai qu'on est avant la loi de la liberté de la presse et avant surtout celle de l'enseignement, 2 ans plus tard, 1883, là on est 1869, mais déjà la rue s'en empare, on chante l'affaire Trautmann parce que peu à peu on finit par identifier l'assassin. Et donc voilà, toute la France va chercher, j'allais dire Dupont de Ligonnès, non, Trautmann. Et donc tout le monde croit avoir vu Trautmann et tout le monde devient un élément fondamental par rapport aux strates que nous avons vues de l'Antiquité. Là, il y en a une qui est énorme, c'est tout le monde devient enquêteur. L'enquête. L'enquête, c'est d'ailleurs nourri en tant que procédure par le fait d'avoir un récit, d'aller sur le terrain, de regarder et de recouper. C'est l'enquête. C'est la description même du dispositif d'enquête. Je parle de cette enquête-là, pas de l'enquête sociologique, qui, elle, fonctionne au nombre. On va y revenir. Et donc, Trautmann, un jour, est identifié, je crois, dans le port du Havre. Il se jette à l'eau. Un homme réussit à le maîtriser. On le sort de l'eau. Il va rapidement être jugé et exécuté. Et là encore, on aura droit au récit terrible de Trautmann qui, le jour de son exécution, parvient, fausser compagnie à ceux qui le tiennent, tellement il refuse la mort. Et donc, on est obligé de remettre ça pour demain. Et donc, on raconte la manière dont Trautmann éclate les lanières et tout ça. On en rajoute, on invente. On a même inventé que le père King, c'était lui qui avait tué tout le monde. On l'a pris pour Trautmann. Il y a eu des fausses nouvelles dans tous les sens. On va inventer après de nouveaux serial killers parce que ça a super bien marché, cette affaire Trautmann. Il y a un imprimeur qui s'appelle Marinoni, italien un peu comme moi, et Marinoni est celui qui a donné les moyens à la presse française de tirer ces feuilles à 500 000, 1 million, 1,5 million d'exemplaires. On est dans des chiffres impensables aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le numérique. Mais en papier, on est bien au-delà à l'époque. C'est la première presse du monde. La France fait la première presse dans sa puissance. Il y a 5-6 titres, le Quotidien, Excelsior, le Petit Journal, le Petit Parisien, plus plein de titres régionaux. Je veux dire, voilà, personne ne s'interroge sur la vérité, mais quand même, là, avec cette affaire Trautmann, on est allé au fond du ruisseau. Et donc, comme on va continuer, les gens vont dire non, ça c'est dégoûtant. Donc, il faudrait que ça s'arrête. Alors arrive donc la première crise de confiance à cause de ça. J'ai le dossier. Et donc, il y a un sociologue qui porte un nom qui lui aussi ne s'invente pas, qui s'appelle Alfred Fouillé. Donc je crois qu'il est là. Mais oui, il ressemble à Pasteur un peu, Alfred Fouillé, qui lui dit il y en a assez de ces journalistes et de leur contre-vérité, de l'ignominie, du caniveau, du sordide. C'est eux qui créent la délinquance en faisant de la publicité aux délinquants. C'est eux qui génèrent le crime. Et donc,
Il faudrait qu'ils pensent un jour à ce qu'est leur responsabilité, autre élément capital dans l'exercice de la production de vérité. Dire ce que lui, il pense, parce qu'il pense que c'est le théoricien d'un truc qui s'appelle les idées forces. Il pense que quand on fait la promotion d'une idée, elle peut se matérialiser. C'est un courant de l'époque. Et à ce moment-là, il y a un homme qui dirige une revue qui s'appelle la Revue Bleue, qui va lui donner raison et qui va décider de créer une sorte d'émoi national avec cette Revue Bleue pour mettre en cause la responsabilité des journalistes. Il s'appelle Béranger, et Béranger accuse le journalisme de se rouler dans la boue et de vouloir en faire de l'argent. En plus, il y a eu plusieurs scandales financiers. L'affaire du canal de Panama, où on s'est rendu compte qu'on avait arrosé les journalistes et qui racontaient n'importe quoi avec force argent. Les journalistes se mettent d'ailleurs à faire chanter le public en disant « J'ai un dossier sur vous, moi, l'enquêteur. Mais si vous voulez que je ne le sorte pas, voilà mon rib, si j'ose dire. » Donc, voilà, grand émoi. Et donc, la Revue Bleue décide d'envoyer dans toute la presse nationale un formulaire sur la question fondamentale de la responsabilité et de la vérité des choses. Alors, ce questionnaire, je vais vous lire les réponses qui ont pu être faites par les uns et les autres. Donc, Émile Zola va répondre à cette mise en cause très puissante. Hein. Tous les journaux en parlent. Et à l'étranger, on en parle aussi. La presse française est en train de s'interroger. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Donc, voilà ce que dit Zola. Je suis pour la liberté illimitée, je la réclame pour moi, et je tâche de la tolérer chez les autres. Si l'on touche au journal, on touchera au livre, et puis toute restriction est grosse de menaces. La serpe aiguisée contre l'ivraie va couper le blé. Voilà une langue qui était celle de l'époque. Mais quelle tristesse, quel soulèvement indigné de la conscience devant l'œuvre abominable de la basse presse, dont le négoce, le trafic sur les curiosités du public est en train d'énerver, d'empoisonner la nation. Mais néanmoins, je tiens, moi, Zola, à la liberté. Il y a Clémenceau, il y a Jaurès, tout le monde est là. Et là aussi, si vous allez sur Gallica trouver le site de la Revue Bleue, c'est absolument extraordinaire. Pourquoi? Mais parce que ça parle de nous. Parce que l'actualité est totale, parce que la mise en cause puissante dans les paroles de la suspicion, de l'accusation à l'égard du journalisme sont dans ces textes. Et ce qui est lamentable, c'est que personne ne se souvient de rien en la matière. Cette histoire de Revue Bleue, Troppmann est un peu connu dans les annales judiciaires, mais dans ce qu'il a provoqué comme émoi entre le public et la presse, tout cela demeure pas évoqué. Je ne dis pas tu parce qu'il n'y a aucun souhait, aucune volonté. Non, c'est pire que ça. C'est une ignorance extrêmement crasseuse. Et ça... au moment où va arriver le web, au moment où arrive cette déferlante, ce manque d'histoire est un manque crucial d'ossature pour nous. Je parle à la fois du public, mais bien sûr des journalistes qui ne sont guère éduqués au rappel de leur histoire. Pourtant, nous ne cessons de dire, comme ChatGPT le dit,
il faut mettre en contexte. Il faut donner des clés de compréhension. J'adore le mot décrypter. Mais qui a crypté? Pidou sait qui a crypté. Il est là pour tout décrypter, mais nous. Donc, il va y avoir pire, parce qu'en la matière, on est toujours capable du pire. Et le pire, en termes de vérité aussi. Alors, je voulais aussi très vite vous montrer ces deux hommes-là. Sont des ex-journalistes. C'est Gaston Leroux et Maurice Leblanc, c'est-à-dire, ce sont ceux qui écrivent les feuilletons. C'est l'autre mécanique qui fait vendre la presse. Et donc, sur une page, vous avez au bas de page le feuilleton et un peu plus haut ou à côté, la relation des faits divers, principalement, et des guerres. Et des guerres. Pas Heidegger. Arrive la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est une grande épreuve à l'égard de la vérité, comme toutes les guerres. Et donc, je vais accélérer. Par exemple, Intransigeant. Intransigeant, pas un très grand journal, mais un des journaux de l'époque. Et pour vous donner une idée du degré de la fausse information, voilà ce que dit l'Intransigeant. Nos soldats ont pris l'habitude des balles allemandes et des shrapnels. Les shrapnels, c'est des morceaux de métal. L'inefficacité des projectiles de nos ennemis est l'objet de toutes les conversations. Les shrapnels éclatent mollement. Quant aux blessures causées par les balles allemandes, elles ne sont pas dangereuses. Non. Un de nos amis qui revient de la frontière a pu constater que les balles allemandes traversent les chairs de part en part sans faire aucune déchirure. De sorte que les grands trains de blessés que notre ami rencontra étaient remplis de jeunes gens atteints par des balles et qui pourtant riaient avec une réconfortante bonne humeur. Il va de soi que quand on est poilu et qu'on a la gueule cassée, comme on disait à l'époque, on trouve ça ignoble. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inventé, et la France a inventé, une presse alternative par les gens. C'est eux qui ont fait leur presse dans des petits secteurs ou dans des plus grands. Une presse des tranchées. Et cette presse des tranchées, il en reste un journal un peu lointain, héritier aujourd'hui, Le Canard enchaîné, mais qui est d'un peu loin. En tout cas, à l'époque, je le dis tout de suite, arrive un truc dont Chat a parlé, mais l'important, c'est de situer justement son précédent historique. Arrive une chute des ventes, après le sordide, le sang, après la guerre, les manipulations, le bourrage de crâne. Des journalistes se rassemblent et inventent un truc qui existe au Texas depuis 1911, mais de manière modeste. En 1918, c'est la première charte éthique du journalisme. Moment fondamental. Et donc, dans cette charte éthique, salut la consoeur, Mediapart, messieurs, dames, arrive ce moment où on dit ce qu'est un journaliste digne de ce nom, c'est le mot d'entrée. Et donc, on décrit ce qu'il peut faire et ne pas faire. L'épaisseur historique, c'est une crise de confiance, une crise de défiance totale, une chute des ventes, une rupture entre le public et les journalistes. C'est moi qui fais tuc-tuc ? Oui. Ça veut dire il serait temps que tu dégages, mais j'arrive. Allez, je fais en 3 minutes.
Cette dame, et je suis heureux que tu sois là justement pour la voir, cette dame, là c'est de la photographie du jour où elle est partie en reportage. Son red chef c'est Pulitzer, vous voyez le Pulitzer, journaliste hongrois qui arrive, enfin d'origine hongroise, il a créé un journal et puis il dit à elle, qui s'appelle Nellie Bly, ça serait bien que tu fasses le tour du monde en moins de 80 jours. Comme ça nous fait une super pub. Et donc, elle part, elle va à Amiens. Et pourquoi? Pour rencontrer Jules Verne. Et pour lui dire, je vais aller plus vite que Phileas Fogg. Elle y arrive en 74 jours. Mais surtout, elle va inventer le reportage d'immersion. Elle va aller dans les usines de conserverie, dans les asiles psychiatriques. Elle va aller, comme dirait Thucydide, sur le terrain, constater sans dire qui elle est, un peu à la manière de Florence Aubenas et d'autres, dire voilà ce que moi j'ai vu. Et c'est cette force de témoignage qui va rendre Nellie Bly extrêmement connue. Je vous conseille la lecture de son livre qu'on trouve en livre de poche, Les fabuleuses aventures de Nellie Bly, c'est génial. Elle, c'est ce regard un peu dur, c'est Ida Tarbell, Ida, IDA, T-A-R-B-E-2-L. Elle rédige sa thèse à la Sorbonne sur les grands auteurs, on est début 20e, français. Son père, qui est dans l'industrie pétrolière, il fait des tonneaux. Il lui dit, écoute, il y a un type absolument ignoble en face de moi, il s'appelle Nelson D. Rockefeller. Alors là, ce type est une horreur. Si tu peux rassembler de l'info et pour qu'on se batte, elle le fait. Elle écrit un bouquin qui s'appelle L'histoire de la Standard Oil, le nom de la compagnie de Rockefeller. Ça va faire le tour du monde. La presse française va en faire des choux gras. Et le président américain va dire « She's a muckraker ». C'est une fouille-merde. Chose qu'on a l'habitude d'entendre dans l'investigation. Mais néanmoins, c'est grâce à elle qu'on va mettre en place la loi sur les monopoles. La loi américaine face aux grands monopoles, c'est Ida Tarbell. Et puis dernière, c'est cette femme, André Violis, V-I-O-2-L-I-S, André E. Extraordinaire femme qui va faire du grand reportage pendant la guerre et qui va aller en Afghanistan, tourmente sur l'Afghanistan, je vous recommande. Elle prend un avion au-dessus de l'Hindoukouche, elle manque d'être congelée dans l'avion, puis elle atterrit, il y a le roi de l'Afghanistan qui est là en bas. Et de quoi parle-t-il dès le début? De l'éducation des filles en Afghanistan. Il y a un problème. Donc vous voyez, encore une fois, la manière dont les choses résonnent, l'histoire est claire. Elle est fondamentale. Alors, dernier personnage, parce que sinon il m'en voudra, c'est bien sûr Albert Londres. Albert Londres, c'est un journaliste qui veut être poète. D'ailleurs, ça se voit, il a le physique du poète, mais bien sûr, on n'en vit pas. Donc, sa femme va mourir très vite, c'est la misère totale. Il est obligé d'abandonner sa fille qui s'appelle Florise. Et puis, il va être embauché au salut public. Il va rester 4-5 ans à l'Assemblée nationale, recueillir les petites phrases déjà. À la salle des 4 colonnes, c'est toujours le même endroit. Et puis va arriver la guerre 14-18. Il va devenir un correspondant de guerre. Il va faire un premier papier. C'est le 3e ou 4e. Je fais gaffe, il y a peut-être des connaisseurs. Sur l'incendie de la cathédrale de Reims, c'est tellement écrit admirablement et précis. C'est la poésie du réel, Albert. C'est ça qui est formidable. Il y a comme dit l'autre, de la punchline toutes les 2 phrases. Hein. C'est extraordinaire. Et donc, c'est le style. Ça, c'est la couche Albert.
Et c'est un engagement pour aller dénoncer les choses qui manifestement sont ignobles, comme le bagne, comme la condition faite aux fous, comme aux États-Unis, Nellie Bly avait déjà fait. Et donc Albert Londres voilà, va comment dire, tirer une partie de la presse française. Il y a plusieurs concurrents à ses côtés. Et lui, il va se passer une chose étonnante, c'est qu'un jour, il prend le bateau, après une enquête qu'il a pu faire sur les rapports entre la Chine et le Japon, et peut-être qu'il y avait là de l'argent de Français impliqués dans des trafics de drogue, on ne sait pas. Il a dit qu'il revenait avec une extraordinaire enquête. Et ben, finalement, le bateau dans lequel il se trouve, le Philippard, va prendre feu. Alors beaucoup ont essayé d'y voir un complot contre Albert Londres. Tuer 600 personnes pour avoir un journaliste, ça fait quand même beaucoup. Et c'est assez complotiste comme manière de voir. Non, peut-être que en fait, les gaines électriques n'étaient pas faites pour avoir un débit de 120 volts, mais sur les anciens standards du 20-30 volts. Et comme le capitaine a voulu montrer, comme d'autres, de quoi il était capable, ça a certainement foutu le feu partout. Donc voilà, c'est la fin d'Albert Londres, et très vite, un prix est mis en place par ses copains, avec Kessel et d'autres, qui est le fameux prix Albert Londres, dont on essaye de défendre un petit peu les valeurs et les couleurs. Ça va très vite. Pardon, j'ai essayé de faire ce voyage qui n'est pas le voyage de ChatGPT, mais qui ne dit pas pour autant des bêtises, car si vous écoutez et la radio et la télévision, les questions évoquées par ChatGPT sont celles que vous entendrez. Et d'où la question de savoir à quoi ça sert, ce questionnement de remugle permanent, comment aller de l'avant. Et ça, je trouve que c'est une merveilleuse introduction pour la suite, avec comme devise que celle d'Albert, qui a répondu à des gens qui voulaient mettre fin à sa vie, le réduire au silence après qu'il eut dénoncé la construction d'une voie ferrée qui avait fait 17 000 morts. Salut camarades. Forbidden Stories, Laurent Richard. Moi, je dirais formidable. Et donc, vous avez cette phrase donc d'Albert qui est la suivante. Les journalistes ne sont pas faits pour plaire, ils ne sont pas faits pour porter tort, ils sont faits pour porter la plume dans la plaie. Porter la plume dans la plaie, voilà, c'est une expression un peu poétique, encore une fois, mais qui dit aussi la réalité des choses. Et je vous remercie énormément d'avoir assisté à cette petite audition. Merci encore.